Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne thématique sur Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous présente la Constitution du 27 décembre 1806. Une Constitution qui, à mon sens, est une occasion manquée pour que Haïti puisse rentrer dans une voie qui aurait pu l'amener vers une forme de modernité et une forme de prospérité, tant cette Constitution était bien pensée. Il faut bien comprendre que cette Constitution intervient entre une période particulièrement néfaste pour l'histoire d'Haïti, c'est-à-dire l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines le 17 octobre 1806 et la lutte armée entre Christophe et Pétion et la division du pays. Donc, cette Constitution de 1806, qui avait tellement de promesses, aurait pu, à mon sens, mettre Haïti sur la bonne voie. Le peuple d'Haïti proclame, en présence de l'être suprême, la présente Constitution. Titre 1. Disposition générale. Article 1er. Il ne peut exister d'esclaves sur le territoire de la République, l'esclavage y est à jamais aboli. Article 2. La République d'Haïti ne formera jamais aucune entreprise dans les vues de faire des conquêtes, ni de troubler la paix et le régime intérieur des îles étrangères. Article 3. Les droits de l'homme en société sont la liberté, l'égalité, la sûreté, la propriété. Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui. Article 5. L'égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. L'égalité n'admet aucune distinction de naissance, aucune hérédité de pouvoir. Article 6. La sûreté résulte du concours de tous pour assurer les droits de chacun. Article 7. La propriété est le droit de jouir et de disposer de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. Article 8. La propriété est inviolable et sacrée, toute personne, soit par elle-même, soit par ses représentants, a la libre disposition de ce qui est reconnu lui appartenir. Quiconque porte atteinte à ce droit se rend criminel envers la personne troublée dans sa propriété. Article 9. La loi est la volonté générale exprimée par la majorité ou des citoyens ou de leurs représentants. Article 10. Ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Article 11. Aucune loi, ni civile, ni criminelle, ne peut avoir d'effet rétroactif. Article 12. La souveraineté réside essentiellement dans l'universalité des citoyens, nul individu, nulle réunion partielle de citoyens ne peut s'attribuer la souveraineté. Article 13. Nul ne peut, sans une délégation légale, exercer aucune autorité ni remplir aucune fonction publique. Article 14. Les fonctions publiques ne peuvent devenir la propriété de ceux qui les exercent. Article 15. La garantie sociale ne peut exister si la division des pouvoirs n'est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées, et si la responsabilité des fonctionnaires publics n'est pas assurée. Article 16. Tous les devoirs de l'homme et du citoyen dérivent de ces deux principes gravés par la nature dans les cœurs. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît. Faites constamment aux autres tout le bien que vous en voudriez recevoir. Article 17. Les obligations de chacun envers la société consistent à la défendre, à la servir, à vivre soumis aux lois et à respecter ceux qui en sont les organes. Article 18. Nul n'est bon citoyen, s'il n'est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux. Article 19. Nul n'est homme de bien, s'il n'est franchement et religieusement observateur des lois. Article 20. Celui qui viole ouvertement les lois se déclare en état de guerre avec la société. Article 21. Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les élude par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous, il se rend indigne de leur bienveillance et de leur estime. Article 22. C'est sur le maintien des propriétés que repose la culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail et tout l'ordre social. Article 23. Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté,
de l'égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l'appelle à les défendre. Article 24. La maison de chaque citoyen est un asile inviolable. Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation et de réclamation de l'intérieur de la maison. Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial, déterminé ou par une loi ou par un ordre émané d'une autorité publique. Article 25. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi et pour la personne ou pour l'objet expressément désigné dans l'acte qui ordonne la visite. Article 26. Nul ne peut être empêché de dire, écrire et publier sa pensée. Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure avant leur publication. Nul ne peut être responsable de ce qu'il a écrit ou publié que dans les cas prévus par la loi. Article 27. Aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne pourra mettre le pied sur ce territoire à titre de maître ou de propriétaire. Article 28. Sont reconnus haïtiens les blancs qui font partie de l'armée, ceux qui exercent des fonctions civiles, et ceux qui sont admis dans la République à la publication de la présente Constitution. Titre 2. Du territoire. Article 29. L'île d'Haïti, ci-devant appelée Saint-Domingue, avec les îles adjacentes qui en dépendent forment le territoire de la République d'Haïti. Article 30. Le territoire de la République est divisé en 4 départements, à savoir, les départements du Sud, de l'Ouest, de l'Artibonite et du Nord. Les autres départements seront désignés par le Sénat, qui fixera leurs limites. Article 31. Les départements du Sud, de l'Ouest, de l'Artibonite, ci-devant l'ouverture, et du Nord conserveront leurs limites ainsi qu'elles sont fixées par la loi de l'Assemblée centrale de Saint-Domingue, en date du 13 juillet 1801, sur la division du territoire. Article 32. Les départements seront divisés en arrondissements et en paroisses. Le Sénat fixera le nombre d'arrondissements et de paroisses qu'il y aura dans chaque département et désignera leurs limites. Le Sénat peut changer et rectifier les limites des départements, arrondissements et paroisses, lorsqu'il le juge convenable. Titre 3. État politique des citoyens. Article 33. L'exercice des droits des citoyens se perd par la condamnation à des peines afflictives et infamantes. Article 34. L'exercice des droits de citoyens est suspendu. Premièrement, par l'interdiction judiciaire, pour cause de fureur, de démence ou d'imbécilité. Deuxièmement, par l'état de débiteur failli ou d'héritier immédiat détenteur à titre gratuit de tout ou partie de la succession d'un failli. Troisièmement, par l'état de domestique à gage. Quatrièmement, par l'état d'accusation. Cinquièmement, par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti. Titre 4. De la religion et des mœurs. Article 35. La religion catholique, apostolique et romaine étant celle de tous les Haïtiens, est la religion de l'État. Elle sera spécialement protégée ainsi que ses ministres. Article 36. La loi assigne à chaque ministre de la religion l'étendue de son administration spirituelle. Ces ministres ne peuvent, sous aucun prétexte, former un corps dans l'État. Article 37. Si, par la suite, il s'introduit d'autres religions, nul ne pourra être empêché, en se conformant aux lois, d'exercer le culte religieux qu'il aura choisi. Article 38. Le mariage, par son institution civile et religieuse, tendant à la pureté des mœurs, les époux qui pratiqueront les vertus qu'exige leur État seront toujours distingués et spécialement protégés par le gouvernement. Article 39. Les droits des enfants nés hors mariage seront fixés par les lois qui tendront à répandre les vertus sociales, à encourager et cimenter les liens des familles. Titre 5. Pouvoir législatif. Article 40. Le pouvoir législatif réside dans un Sénat. Article 41. Le Sénat est composé de 24 membres. Article 42. Le Sénat a exclusivement le droit de fixer les dépenses publiques, d'établir les contributions publiques, d'en déterminer la nature, la quotité, la durée, le mode de perception. De statuer sur l'administration. D'ordonner, quand il le juge convenable, l'aliénation des domaines nationaux. De régler le commerce avec les nations étrangères. D'établir des postes et des routes de poste. D'établir une règle uniforme pour la naturalisation. De fixer la valeur, le poids et le type des monnaies. D'établir l'étalon des poids et des mesures,
qui seront uniformes pour toute la République. De favoriser le progrès des sciences et des arts utiles, en assurant aux auteurs et aux inventeurs un droit exclusif à leurs écrits et à leurs découvertes. De les récompenser de la manière qu'ils jugent convenable. De définir et de punir les pirateries commises en mer et les violations du droit des gens. D'accorder des lettres de marque et de représailles. De faire des règlements sur les prises. De déclarer la guerre. De former et d'entretenir l'armée. De faire les lois et règlements sur la manière de l'organiser et de la gouverner. De pourvoir à la sûreté et de repousser les invasions. De faire tout traité de paix, d'alliance et de commerce. De nommer tous les fonctionnaires civils et militaires, les commissaires près les tribunaux exceptés, de déterminer leurs fonctions et le lieu de leur résidence. De faire toutes les lois nécessaires pour maintenir l'exercice des pouvoirs définis et délégués par la Constitution. En un mot, d'exercer l'autorité législative exclusivement et dans tous les cas. Article 43. Les fonctions extérieures et tout ce qui peut les concerner appartiennent au Sénat seul. Article 44. Les sénateurs, pour cette fois, seront nommés par l'Assemblée constituante d'Haïti. Un tiers sera nommé pour 3 ans, un tiers pour 6 ans et un tiers pour 9 ans. Article 45. Les sénateurs, à l'avenir, exerceront leurs fonctions pendant 9 ans et seront nommés ainsi qu'il est dit ci-après. Article 46. Tous les 3 ans, du 1er au 10 du mois de novembre, les assemblées paroissiales se convoqueront de plein droit, dans chaque département, et nommeront un électeur. Article 47. Du 10 au 20 du même mois, les électeurs nommés par les assemblées de paroisse se rendront au chef-lieu de leur département, pour se constituer en assemblée électorale. Article 48. L'assemblée électorale étant constituée nomme, du 20 au 30 novembre, 12 personnes de son département qu'elle croit les plus propres à remplir les fonctions de sénateur. Ces personnes ne peuvent être prises que parmi les citoyens qui exercent ou qui ont exercé une fonction civile ou militaire avec probité ou honneur. Article 49. Les élections faites, les assemblées électorales adressent au Sénat une liste des personnes qu'elles ont choisies et déposent un double de cette liste au greffe du tribunal civil du chef-lieu de leur département. Article 50. Le Sénat choisit, dans les listes qui lui sont envoyées, la quantité de sénateurs qu'il a désignés pour représenter chaque département, et pour remplacer ceux de ses membres qui viendraient à manquer par mort, démission ou autrement. Article 51. Les assemblées électorales peuvent maintenir, sur les listes qu'elles auront déjà faites, les citoyens qui y seront inscrits ou les remplacer par d'autres dans lesquels elles auront plus de confiance. Article 52. Nul ne peut être rayé d'une liste qu'à la majorité absolue des suffrages. Article 53. Les citoyens qui seront nommés pour la formation du Sénat feront partie nécessairement des premières listes. Article 54. Les assemblées paroissiales et électorales ne peuvent s'occuper d'aucun autre objet que de ce qui leur est prescrit par la Constitution. Leur police leur appartient. Les élections se font au scrutin secret. Article 55. Tout citoyen qui est légalement convaincu d'avoir vendu ou acheté des suffrages est exclu de toute fonction publique pendant 20 ans, en cas de récidive, il l'est pour toujours. Article 56. Le commissaire du pouvoir exécutif près du tribunal civil de chaque département est tenu, sous peine de destitution, d'informer le Sénat de l'ouverture et de la clôture des assemblées électorales. Il ne peut se mêler de leurs opérations ni entrer dans le lieu de leurs séances, mais il peut demander communication du procès-verbal de chaque séance dans les 24 heures qui les suivent, et il est tenu de dénoncer au Sénat les infractions qui seraient faites à l'acte constitutionnel. Dans tous les cas, le Sénat seul se prononce sur la validité des opérations des assemblées paroissiales et électorales. Article 57. Pour être électeur, il faut être âgé de 25 ans accomplis. Article 58. La session des assemblées paroissiales et électorales ne pourra durer plus de 10 jours. Article 59. Les premières assemblées paroissiales et électorales ne pourront être convoquées que dans le mois de novembre de la 3e année qui suivra la publication de la présente Constitution. Article 60. Si, d'ici à ce temps, il vient à manquer quelques membres du Sénat par mort, démission ou autrement, le Sénat pourvoira à leur remplacement, et ils seront pris dans les membres qui ont composé l'Assemblée constituante. Article 61. Les sénateurs sont représentants de la nation entière et ne pourront recevoir aucun mandat particulier. Article 62.
À l'avenir, à la session qui précédera chaque mutation des sénateurs, le Sénat pourvoira à leur remplacement, qui se fera à la majorité des suffrages. Article 63. Un sénateur ne peut être réélu qu'après un intervalle de 3 années. Article 64. Aussitôt la notification faite aux sénateurs de leur nomination, ils se réuniront au Port-au-Prince pour exercer les fonctions qui leur sont attribuées. La majorité des sénateurs étant réunis constitue le Sénat et peut faire tout acte législatif. Article 65. La résidence du Sénat est fixée au Port-au-Prince, comme le lieu le plus central. Article 66. Le Sénat s'assemble le 1er janvier de chaque année au lieu désigné par la Constitution. Article 67. Le Sénat a le droit de s'assembler toutes les fois qu'il le juge nécessaire. Article 68. Aussitôt la réunion d'un nombre quelconque de sénateurs au Port-au-Prince, les présents prendront un arrêté pour inviter les absents à se joindre à eux dans le délai de quinzaine au plus tard, ce délai expiré, si la majorité des sénateurs se trouve réunie, cette majorité, dans tous les cas, constitue le Sénat et peut faire acte législatif. Article 69. Si par invasion de l'ennemi ou par empêchement quelconque, le Sénat ne pouvait s'assembler au Port-au-Prince, il a le droit de déterminer le lieu de ces séances. Article 70. Le Sénat a le droit de police sur ses membres, mais il ne peut prononcer de peine plus forte que la censure et les arrêts pour 15 jours. Article 71. Les séances du Sénat sont publiques, mais il peut, quand il le juge nécessaire, délibérer à huis clos. Article 72. Toute délibération se prend assis ou levé, en cas de doute il se fait un appel nominal, mais alors les votes sont secrets. Article 73. Les membres du Sénat reçoivent une indemnité annuelle évaluée à 4 gourdes par jour. Article 74. Un fonctionnaire public nommé au Sénat et auquel l'État donne une indemnité, ne pourra accumuler les 2 indemnités, il optera entre un mandat de sénateur et celle de la fonction qu'il occupait. Les fonctions militaires seules ne sont pas incompatibles avec celles de sénateur. Article 75. Tous les 9 ans, le Sénat détermine le nombre des membres qui doivent le composer. Article 76. Aucune proposition ne peut être délibérée ni adoptée par le Sénat, qu'en observant les formes suivantes, il se fait 3 lectures de la proposition. L'intervalle entre ces 3 lectures ne peut être moindre de 5 jours, la discussion est ouverte après chaque lecture, et, néanmoins, après la première et la seconde, le Sénat peut délibérer qu'il y a lieu à l'ajournement ou qu'il a lieu à délibérer. Toute proposition doit être distribuée 2 jours avant la seconde lecture. Article 77. Après la 3e lecture, le Sénat décide qu'il y a lieu ou non à l'ajournement. Article 78. Toute proposition qui, soumise à la discussion, a été définitivement rejetée après la 3e lecture, ne peut être reproduite qu'après une année révolue. Article 79. Sont exceptées des formes prescrites par les articles ci-dessus, les propositions reconnues et déclarées urgentes par une délibération préalable du Sénat. Article 80. À quelque époque que ce soit, une proposition ou projet de loi, faisant partie d'un projet qui a été rejeté, peut néanmoins être représenté. Article 81. Le Sénat renvoie dans les 24 heures, au Président, les lois qu'il a rendues. Article 82. Le Sénat a le droit de police dans le lieu de ses séances et dans l'enceinte extérieure qu'il a déterminé. Article 83. Le Sénat a le droit de disposer, pour le maintien du respect qui lui est dû, des forces qui sont, de son consentement, dans le département où il tient ses séances. Article 84. Le pouvoir exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes dans le département où le Sénat tient ses séances, sans une autorisation expresse de sa part. Article 85. Les citoyens qui ont composé l'Assemblée constituante, et ceux qui sont ou ont été membres du Sénat, ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour ce qu'ils ont dit ou écrit dans l'exercice de leurs fonctions. Article 86. Toute action civile peut être dirigée contre les membres du Sénat, mais la contrainte par corps ne peut être exercée contre eux. Article 87. Pour faits criminels, ils peuvent être saisis en flagrant délit, mais il est donné avis sans délai au Sénat, et la poursuite ne pourra être continuée qu'après qu'il aura ordonné la mise en jugement. Article 88. Hors le cas de flagrant délit, les membres du Sénat ne peuvent être emmenés devant les officiers de police ni mis en état d'arrestation avant que le Sénat n'ait ordonné la mise en jugement.
Article 89. Dans les cas des deux articles précédents, un membre du Sénat ne peut être traduit devant aucun autre tribunal que la Haute Cour de justice. Article 90. Ils sont traduits devant la même cour pour fait de trahison, de dilapidation, de manœuvre pour renverser la Constitution et d'attentat contre la sûreté intérieure de la République. Article 91. Aucune dénonciation contre un membre du Sénat ne peut donner lieu à une poursuite, si elle n'est pas rédigée par écrit, signée et adressée au Sénat. Article 92. Si après avoir délibéré en la forme prescrite par l'article 72, le Sénat admet la dénonciation, il la déclare en ces termes: la dénonciation contre, pour fait de, signé du, est admise. L'inculpé est alors appelé, il a pour comparaître un délai de 3 jours francs, et, lorsqu'il comparaît, il est entendu dans l'intérieur du lieu des séances du Sénat. Soit que l'inculpé se soit présenté ou non, le Sénat déclare après ce délai, s'il y a lieu ou non à l'examen de sa conduite. Article 93. Toute délibération relative à la prévention ou à l'accusation d'un sénateur est prise à l'appel nominal et au scrutin secret. Article 94. L'accusation prononcée contre un sénateur entraîne sa suspension. Article 95. S'il est acquitté par le jugement de la Haute Cour de justice, il reprend ses fonctions. Article 96. Lorsque le Sénat s'ajournera, il laissera en permanence un comité composé d'un certain nombre de ses membres qu'il désignera. Article 97. Le comité recevra les paquets adressés au Sénat, et le convoquera en cas d'affaires importantes. Il pourra préparer le travail sur les lois et règlements à faire, mais il ne pourra prendre d'arrêté que pour la convocation du Sénat. Article 98. Les citoyens désignés par le Sénat pour remplacer le tiers sortant de ses membres, ne prendront rang au Sénat qu'à l'expiration de la dernière année des fonctions de ceux qu'ils doivent remplacer. Article 99. Ils ne jouissent de la prérogative attachée à la qualité de sénateur, que du jour où commencent leurs fonctions. Article 100. Pour être sénateur, il faut être âgé de 30 ans. Titre 6. Promulgation des lois. Article 101. Le président fait sceller les lois et les autres actes du Sénat dans les 2 jours après leur réception. Il fait sceller et promulguer dans le jour, les lois et actes du Sénat qui sont précédés d'un décret d'urgence. Article 102. La publication de la loi et des actes du corps législatif est faite en ces termes. Au nom de la République. Loi ou acte du Sénat. Le président d'Haïti ordonne que la loi ou l'acte législatif ci-dessus soit publié et exécuté, et qu'il soit revêtu du sceau de la République. Titre 7. Pouvoir exécutif. Article 103. Le pouvoir exécutif est délégué à un magistrat qui prend le titre de président d'Haïti. Article 104. Le président sera nommé pour cette fois par l'Assemblée constituante. Article 105. Le président est nommé pour 4 années. Article 106. À l'avenir, le président sera nommé par le Sénat à la majorité des suffrages, et exercera son office durant un terme de 4 années. Article 107. Tout président, avant d'entrer dans l'exercice de ses fonctions, prêtera le serment suivant: je jure de remplir fidèlement l'office de président d'Haïti, et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution. Article 108. Si le président n'a pas prêté le serment ci-dessus dans un délai de 15 jours, à compter du jour de son élection, il est censé avoir refusé, et le pouvoir législatif procédera à une nouvelle élection, comme le Sénat, en pareil cas, procédera de la même manière. Article 109. Le président pourra être réélu tous les 4 ans en raison de sa bonne administration. Article 110. Pour être président, il faut avoir atteint l'âge de 35 ans. Article 111. Tout autre président que celui nommé par la présente Assemblée constituante ne pourra être pris que parmi les citoyens qui ont été ou seront membres du Sénat ou secrétaires d'État. Article 112. En cas de vacance par mort, démission ou autrement, du président, le ou les secrétaires d'État s'assembleront en conseil pour exercer l'autorité exécutive jusqu'à l'élection d'un autre président. Article 113. Si le Sénat n'est point assemblé, son comité permanent le convoquera de suite pour qu'il procède sans délai à l'élection d'un président. Article 114. Les lois et actes du Sénat sont adressés au président. Article 115. Le président pourvoit, d'après la loi, à la sûreté extérieure et intérieure de la République.
Article 116. Il peut faire des proclamations conformément aux lois et pour leur exécution. Article 117. Il commande la force armée de terre et de mer. Article 118. Il surveille et assure l'exécution des lois dans les tribunaux, par des commissaires à sa nomination, qu'il peut révoquer à sa volonté. Article 119. Si le président est informé qu'il se trame quelque conspiration contre la sûreté intérieure et extérieure de l'État, il peut décerner des mandats d'arrêt contre ceux qui en sont prévenus, les auteurs ou complices, mais il est obligé, sous les peines portées contre le crime de détention arbitraire, de les renvoyer, dans le délai de 2 jours, par devant l'officier de police, pour procéder suivant les lois. Article 120. Le président recevra une indemnité annuelle de 24 000 gourdes. Article 121. Le président dénoncera au Sénat tous les abus qui parviendront à sa connaissance. Article 122. Le président peut en tout temps inviter par écrit le Sénat à prendre un objet en considération, il peut lui proposer des mesures, mais non des projets rédigés en forme de loi. Article 123. Le président donne par écrit au Sénat les renseignements que le Sénat lui demande. Article 124. Hormis les cas des articles 89 et 90, le président ne peut être appelé par le Sénat. Article 125. Le président surveille la perception et le versement des contributions, et donne tous les ordres à cet effet. Titre 8. Pouvoir judiciaire. Article 126. Les juges ne peuvent s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif, ni faire aucun règlement. Article 127. Ils ne peuvent arrêter ni suspendre l'exécution d'aucune loi, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leur fonction. Article 128. Nul ne peut être distrait des juges que la loi lui assigne, par aucune commission ni par d'autres attributions que celles qui sont déterminées par une loi antérieure. Article 129. Les juges ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement jugée, ni suspendus que pour une accusation admise. Article 130. L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l'oncle et le neveu, les cousins au premier degré, et les alliés à ces divers degrés, ne peuvent être simultanément membres du même tribunal. Article 131. Les séances des tribunaux sont publiques, les juges délibèrent en secret, les jugements sont prononcés à haute voix, ils sont motivés. Article 132. Nul citoyen, s'il n'est âgé de 25 ans au moins, ne peut être juge ni commissaire du pouvoir exécutif près les tribunaux. De la justice civile. Article 133. Il ne peut être porté atteinte au droit de faire prononcer sur les différends, par des arbitres du choix des parties. Article 134. La décision de ces arbitres est sans appel, si les parties ne l'ont expressément réservé. Article 135. Le Sénat détermine le nombre des juges de paix et de leurs assesseurs dans chaque département. Article 136. La loi détermine les objets dont les juges de paix et leurs assesseurs connaissent en dernier ressort, elle leur en attribue d'autres qu'ils jugent à la charge de l'appel. Article 137. Les affaires dont le jugement n'appartient point aux juges de paix sont cependant portées immédiatement devant eux, pour être conciliées, si le juge de paix ne peut les concilier, il les renvoie par devant le tribunal civil. Article 138. Le Sénat détermine le nombre des tribunaux civils dans chaque département, les lieux où ils sont établis, leur mode d'organisation, et le territoire formant leur ressort. Article 139. Il y aura près de chaque tribunal un commissaire du pouvoir exécutif, un substitut et un greffier. Les 2 premiers sont nommés et peuvent être destitués par le président. Article 140. Le tribunal civil prononce en dernier ressort, dans les cas déterminés par la loi, sur les appels des jugements, soit des juges de paix, soit des arbitres, soit des tribunaux d'un autre département. Article 141. L'appel des jugements prononcés par le tribunal civil d'un département, se porte au tribunal civil d'un des départements voisins. De la justice criminelle. Article 142. Nul ne peut être saisi que pour être conduit devant l'officier de police, et nul ne peut être mis en état d'arrestation, ou détenu, qu'en vertu d'un mandat d'arrêt des officiers de police ou du pouvoir exécutif, dans le cas de l'article 25, ou d'un décret de prise de corps d'un tribunal, ou d'un décret d'accusation du Sénat, dans le cas où il lui appartient de le prononcer, ou d'un jugement de condamnation à la prison. Article 143.
Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation puisse être exécuté, il faut premièrement, qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation et la loi en conformité de laquelle elle est ordonnée. Deuxièmement, qu'il ait été notifié à celui qui en est l'objet et qu'il lui en ait été laissé copie. Article 144. Toute personne saisie et conduite devant l'officier de police sera examinée sur le champ et dans le jour même au plus tard. Article 145. S'il résulte de l'examen qu'il n'y a aucun sujet d'inculpation contre elle, elle sera remise aussitôt en liberté, ou s'il y a lieu de l'envoyer à la maison d'arrêt, elle y sera conduite sous le plus bref délai, qui en aucun cas ne pourra excéder 3 jours. Article 146. Nulle personne arrêtée ne peut être retenue si elle donne caution suffisante, dans tous les cas où la loi permet de rester libre sous caution. Article 147. Nulle personne, dans le cas où sa détention est autorisée par la loi, ne peut être conduite ou détenue que dans les lieux légalement et publiquement désignés pour servir de prison. Article 148. Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucune personne, qu'en vertu d'un mandat d'arrêt, dans les formes prescrites par les articles 25 et 142, d'un décret de prise de corps, d'un décret d'accusation, ou d'un jugement de condamnation à la prison, et sans que la transcription n'ait été faite sur son registre. Article 149. Tout gardien ou geôlier est tenu, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de représenter la personne détenue à l'officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par cet officier. Article 150. La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses parents et amis, porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le geôlier ou gardien ne présente une ordonnance du juge, transcrite sur son registre, pour tenir la personne arrêtée au secret. Article 151. Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donnera, signera, exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un individu, ou quiconque, dans le cas même d'arrestation autorisée par la loi, conduira, recevra ou retiendra un individu dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné. Et tout gardien ou geôlier qui contreviendront aux dispositions des 3 articles précédents, seront coupables du crime de détention arbitraire. Article 152. Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions, autres que celles prescrites par la loi, sont des crimes. Article 153. Le Sénat déterminera le nombre des tribunaux criminels dans chaque département, les lieux où ils seront établis, leur mode d'organisation, et le territoire formant le ressort. Article 154. L'appel des jugements prononcés par le tribunal criminel d'un département sera porté au tribunal criminel d'un des départements voisins. Article 155. Les juges civils peuvent exercer les fonctions de juge criminel. Article 156. La Constitution reconnaît au Sénat le droit d'établir la procédure par jury en matière criminelle, s'il le juge convenable. Article 157. Le président dénoncera au Sénat, par la voix de son commissaire, et sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes et les jugements en dernier ressort par lesquels les juges ont excédé leur pouvoir. Article 158. Le Sénat annule ces actes, et, s'il donne lieu à forfaiture, il rend un décret d'accusation après avoir entendu ou appelé les prévenus. Article 159. Le Sénat ne peut prononcer sur le fond du procès, il le renvoie au tribunal qui doit en connaître. Article 160. Les délits des militaires sont soumis à des tribunaux spéciaux et à des formes particulières de jugement. La loi détermine l'organisation de ces tribunaux. Haute Cour de justice. Article 161. Il y a une haute cour de justice pour juger les accusations admises par le corps législatif, soit contre ses propres membres, soit contre le président ou contre le secrétaire d'État. Article 162. La haute cour ne se forme qu'en vertu d'une proclamation du Sénat. Article 163. Elle se forme et tient ses séances dans le lieu désigné par la proclamation du Sénat, ce lieu ne peut être qu'à 12 lieues de celui où réside le Sénat. Article 164. Lorsque le Sénat a proclamé la formation de la Haute Cour de justice, elle se compose alors d'un certain nombre de juges, pris au sort dans chacun des tribunaux établis dans les différents départements, ces juges choisissent entre eux un président et 2 accusateurs publics. Article 165.
Le Sénat détermine le nombre de juges qui doivent être pris dans chaque tribunal pour former la haute cour de justice, ce nombre ne peut être moindre de 15 juges. Article 166. Les jugements de la haute cour étant sans appel, l'accusé aura le droit de récuser un tiers de ses juges, et le jugement ne se rendra qu'aux 2/3 des voix. Titre 9. De la force armée. Article 167. La force armée est essentiellement obéissante, elle ne peut jamais délibérer, elle ne peut être mise en mouvement que pour le maintien de l'ordre public, la protection due à tous les citoyens, et la défense de la République. Article 168. L'armée se divise en garde nationale soldée et en garde nationale non soldée. Article 169. La garde nationale non soldée ne sort des limites de sa paroisse que dans le cas d'un danger imminent et sur l'ordre et la responsabilité du commandant militaire ou de la place. Hors des limites de sa paroisse, elle devient soldée et soumise, dans ce cas, à la discipline militaire, dans tout autre cas, elle n'est soumise qu'à la loi. Article 170. L'armée se recrute suivant le mode établi par la loi. Titre 10. De la culture et du commerce. Article 171. La culture, première source de la prospérité de l'État, sera protégée et encouragée. Article 172. La police des campagnes sera soumise à des lois particulières. Article 173. Le commerce, autre source de prospérité, ne souffrira point d'entrave et recevra la plus grande protection. Titre 11. Du secrétaire d'État. Article 174. Il y aura un secrétaire d'État nommé par le Sénat, et qui résidera dans la ville où il tient ses séances. Il ne pourra être nommé que par le Sénat seul, une fois assemblé. Article 175. Le Sénat fixe les attributions du secrétaire d'État. Article 176. Les comptes détaillés des dépenses publiques signés et certifiés par le secrétaire d'État sont rendus au Sénat au commencement de chaque année. Il en sera de même des états de recettes des diverses attributions et de tous les revenus publics. Article 177. Les états de ces recettes et de ces dépenses sont distingués suivant leur nature, ils expriment les sommes touchées et dépensées, année par année, dans chaque partie de l'administration générale. Article 178. Aucune somme ne pourra sortir de la caisse publique sans la signature du secrétaire d'État. Article 179. Les comptes des dépenses particulières au département seront aussi rendus au Sénat. Article 180. Par la suite, le Sénat aura le droit d'établir d'autres secrétaires d'État, si les besoins du service l'exigent. Titre 12. Révision de la Constitution. Article 181. Si l'expérience faisait sentir les inconvénients de quelques articles de la Constitution, le Sénat en proposerait la révision. Article 182. Quand, dans un espace de 9 ans, à 3 époques éloignées l'une de l'autre de 3 années au moins, le Sénat aura demandé la révision de quelques articles de la Constitution, une assemblée de révision sera alors convoquée. Article 183. Pour nommer les membres de l'assemblée de révision, les assemblées paroissiales nommeront chacune un électeur. Article 184. Les électeurs nommés par les assemblées paroissiales se rendront, dans les 10 jours qui suivront leur nomination, au chef-lieu de leur département, pour se constituer en assemblée électorale. Article 185. Les assemblées électorales nommeront, dans les 10 jours qui suivront leur réunion, la même qualité de membres que leur département fournit au Sénat. Article 186. Les députés nommés pour composer l'assemblée de révision se réuniront au lieu indiqué par le Sénat, pour procéder à la révision des articles constitutionnels dont la révision aura été demandée. Article 187. Le lieu destiné pour la tenue des séances de l'assemblée de révision sera distant de 12 lieues de l'endroit où le Sénat tient ses séances. Article 188. L'assemblée de révision pourra changer le lieu indiqué par le Sénat pour la tenue des séances, en observant la distance prescrite. Article 189. Les citoyens qui seront membres du Sénat, pendant la convocation de l'assemblée de révision, ne pourront être membres de cette assemblée. Article 190. Pour être membre de l'assemblée de révision, il faut réunir les conditions exigées pour être sénateur. Article 191.
L'Assemblée de révision n'exercera aucune fonction législative ou de gouvernement, elle se borne à la révision des seuls articles constitutionnels qui lui ont été indiqués par le Sénat. Article 192. Tous les articles de la Constitution, sans exception, continuent d'être en vigueur, tant que les changements proposés par l'Assemblée de révision n'ont pas été adressés au Sénat. Article 193. Les membres de l'Assemblée de révision délibèrent en commun, les délibérations seront prises à la majorité des suffrages. L'Assemblée de révision adresse immédiatement au Sénat la réponse qu'elle a arrêtée. Elle est dissoute dès que le projet lui a été adressé. Article 194. En aucun cas la durée de l'Assemblée de révision ne peut excéder 3 mois. Article 195. Les membres de l'Assemblée de révision ne peuvent être recherchés, accusés, ni jugés en aucun temps, pour ce qu'ils ont dit ou écrit pendant l'exercice de leurs fonctions. Pendant la durée de ces fonctions, ils ne peuvent être mis en jugement, si ce n'est par une décision des membres même de l'Assemblée de révision. Article 196. L'Assemblée de révision a le droit d'exercer ou de faire exercer la police dans la paroisse où elle tient ses séances. Article 197. Les membres de l'Assemblée de révision reçoivent, pendant leur session, le même traitement que ceux du Sénat. Titre 13. De la mise en activité de la Constitution. Article 198. La Constitution sera mise de suite en activité. Article 199. En attendant que les membres qui seront nommés par l'Assemblée constituante se réunissent au Port-au-Prince, dans le nombre prescrit par la Constitution, l'Assemblée constituante se formera en Assemblée législative, et fera tous les actes législatifs attribués au Sénat. Article 200. Aussitôt que les sénateurs seront rendus au Port-au-Prince, ils en donneront connaissance à l'Assemblée législative qui sera tenue de se dissoudre de suite. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à la Constitution de 1806, qui à mon sens fut une fenêtre d'opportunité que la République d'Haïti a ratée. Dans cette rubrique Demos Kratos, nous continuerons d'analyser, de présenter les constitutions haïtiennes et peut-être de les comparer avec d'autres systèmes démocratiques. L'idée ici est d'explorer les possibilités d'une éducation citoyenne. À très bientôt pour une nouvelle émission consacrée à Haïti, dans sa splendeur historique, dans sa culture, dans sa littérature, etc. À très bientôt, prenez soin de vous.